Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis du Carrefour de l'Horloge, qui, je vous le rappelle, est le nouveau nom depuis 2 ans de l'ancien Club de l'Horloge, que nous avons créé il y a combien? Plus de 40 ans, hein, avec Yvan Blot et un certain Didier Maupas, et Bernard Mazin aussi, et d'autres encore. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, pour cette deuxième édition des rencontres du Carrefour de l'Horloge, Monsieur Christian Van Est. Monsieur Christian Van Est est un ancien député, bien connu pour son ardeur et son activité au service de la France, qui, entre autres titres qu'il cumule, est président du Rassemblement pour la France, le RPF, concurrent d'un ancien RPF aujourd'hui disparu qui avait été créé par un certain De Gaulle. Il est président de la droite libre, qui est une tendance, un courant, comme on dit chez les socialistes, un cercle de réflexion à côté du Parti des Républicains, voilà, mais à côté, pas dedans. Il est membre fondateur de l'Avant-Garde, autre cercle de réflexion qu'il a créé avec Charles Becbédé et Charles Millon. Ça, c'est plutôt un réseau. Plutôt un réseau. Allez, on est dans les nuances. C'est complémentaire. Il est quoi encore? Il est patron d'émission à Radio Courtoisie le mercredi soir. Qu'ai-je oublié? Rien d'essentiel. Et donc, je vous demande de l'applaudir parce que c'est un homme de valeur et dont la France, comme ceux dont la France a besoin. Alors, Yvan Blot est bien connu aussi. Yvan Blot, ancien député de la France, ancien député européen, premier président du Carrefour de l'Horloge qui s'appelait le Club à l'époque. Mais il est président d'honneur, il me semble, non? Tu dois être président d'honneur, certainement. Si tu ne l'es pas, il faut que tu le sois dès aujourd'hui. Président d'honneur donc, du Carrefour de l'Horloge. Et il est président de plusieurs associations, dont l'Institut Socratique, c'est bien cela? Agir pour la démocratie directe, ce qui n'est pas sans rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Il est consultant international et il est aussi patron d'émission à Radio Courtoisie le mercredi soir, mais pas la même semaine évidemment, que Christian Van Est. Il est l'auteur de beaucoup d'ouvrages, dont l'un que je vous recommande particulièrement parce que j'estime que c'est un livre majeur. Je l'ai reçu d'ailleurs dans ma propre émission à ce sujet, qui est L'homme défiguré aux éditions Apopsix. Et j'espère que ce livre majeur sera bientôt réédité après avoir été épuisé. Enfin bon, je lui souhaite la plus belle carrière qui soit, la carrière qu'il mérite. Alors Michel Geoffroy va inaugurer cette session du Carrefour de l'Horloge. Michel Geoffroy est un politologue qui est co-auteur d'un livre intitulé La Novlangue. Quel est le titre exact? Le Dictionnaire de la Novlangue. Édition Via Romana. Et il va nous faire l'introduction, pas l'introduction, vous faire la présentation de ce colloque sur le thème « Qu'est-ce que l'oligarchie ?» Je vous rappelle que le sujet général de ce Carrefour de l'Horloge, ces rencontres, c'est l'oligarchie va-t-elle confisquer l'élection présidentielle? C'est le grand sujet du moment, hein, pour le 23 juin et pour le 7 mai. Et donc, Michel Geoffroy commencera en expliquant ce que c'est que l'oligarchie. Il répondra à la question « Qu'est-ce que l'oligarchie ?» Ensuite, immédiatement, je continuerai avec, en traitant la question « Quel est le candidat de l'oligarchie ?» Vous me direz qu'y répondre est un peu facile, peut-être. Mais j'y répondrai quand même en quelques minutes. Ensuite, nous aurons le débat avec la salle. Et donc, une personne aimable passera le micro baladeur, et je vous demanderai simplement de poser des questions plutôt que de faire des interventions complémentaires, d'essayer d'être assez concis. Quand vous interviendrez, après vous être nommé. Alors, après la séance des questions, nous continuerons avec Yvan Blot, qui traitera Le peuple peut-il échapper à l'emprise de l'oligarchie, donc un mot d'espoir. Et la conclusion sera assurée par Christian Van Est.
Alors tout le monde est dans l'expectative. Comment va-t-il conclure cette journée? Vous le saurez tout à l'heure, parce que j'espère que vous resterez jusqu'au dernier moment. Et je ne suis pas sûr que nous ayons le temps, à vrai dire. J'espère que nous aurons un peu de temps après pour faire une dernière séance de questions. Pour finir de toute façon à 21h, qui vous permettra d'aller dîner pas trop tard. Voilà ce que je vous propose. J'espère que ce menu vous conviendra. Nous allons, ces messieurs de la technique vont nous faire un enregistrement vidéo et ultérieurement, donc, nous mettrons en ligne. Enfin, j'ai une chaîne vidéo personnelle et puis ce sera en ligne aussi sur le site du Carrefour de l'Horloge, les vidéos des différentes interventions. Comme cela, vous pourrez les réécouter à loisir. Michel Geoffroy, politologue, vous avez la parole pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'oligarchie ?» Je vous propose de préférence de parler du pupitre, à moins que vous préfériez rester assis. Alors je vous rappelle qu'il faut parler près du micro. Hein. Ce détail ne m'avait pas échappé, sous réserve que... Voilà. Si, il vous échappe parce que vous parlez loin du micro. Oui, parce que c'est du sabotage. Là, vous m'entendez? Oui. Bon, je vais essayer de... Bien, je remercie le Carrefour de l'Horloge de m'avoir invité et à travers moi aussi la Fondation Pollemia pour évoquer donc en introduction... Alors, moi, je dis plutôt la superclasse mondiale que le mot oligarchie. Enfin, c'est la même chose. Puisque je crois que les élections présidentielles de 2017 montrent en effet que l'oligarchie est en passe de franchir une nouvelle étape dans la confiscation de la souveraineté populaire en Europe. Alors, pourquoi ? Parce qu'il s'est passé 2 événements importants, vous le savez, qui ont constitué une grave alerte pour l'oligarchie mondialiste. C'est d'une part le vote britannique en faveur du Brexit et c'est également aux États-Unis à la fois la dynamique de Bernie Sanders et puis surtout, bien sûr, l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que ces votes ont montré que dans les 2 pays qui ont été à l'époque moderne le support du mondialisme, eh bien, le peuple lui-même commençait à rejeter ce mondialisme. Et évidemment, on pourrait évoquer ce qui se passe en Europe avec la progression continue des votes en faveur de mouvements populistes ou identitaires. Alors, ceci traduit, je crois, une certaine évolution des clivages politiques, et sans doute aujourd'hui, on peut toujours discuter de la pertinence dans la durée de l'opposition gauche-droite, mais il y a aujourd'hui au moins une autre type d'opposition qui est en train de se développer, entre, je dirais, un peu plus verticale, qui oppose le peuple aux oligarchies, les majorités aux minorités, et puis, d'une certaine façon générale, le monde d'en bas au monde d'en haut. Alors, pourquoi aujourd'hui l'oligarchie s'intéresse à ce qui se passe en Europe ? Je vous renvoie à ce qui a été dit lors du dernier forum de Davos, de janvier dernier. Le rapport Global Risque, qui évoque différents risques, ce qui est intéressant, c'est que parmi les risques, on considère que les élections sont un risque désormais pour le forum de Davos. Et les participants ont évoqué le fait que, je cite, donc le Brexit, l'élection de Donald Trump et aussi l'échec du référendum de Matteo Renzi en Italie ont souligné que les campagnes de ces 3 pays ont mis en évidence, je cite, le phénomène de désinformation rapide des opinions publiques résultant d'une fragilisation de la confiance des populations. Et donc la conclusion qu'en tirent les partisans du forum, c'est qu'il faut aujourd'hui je cite, mieux protéger nos systèmes de contrôle qualité de l'information et afin d'endiguer les principaux facteurs de risque. Alors si je traduis ce charabia en 9 langues, ça veut dire dès lors que les peuples risquent de mal voter, ça devient un risque, et il faut essayer d'endiguer ce risque, et notamment par une censure étroite de l'information, entre autres. Et donc vous savez que ce système a déjà été testé aux États-Unis, puisqu'on a expliqué que la victoire de Donald Trump était provoquée par les opérations de déstabilisation faites par la Russie. Donc le principe est assez simple. Quand le peuple vote bien,
ça s'appelle la démocratie. Évidemment, quand le peuple vote mal, ça s'appelle le populisme. Hein, voilà. Bon, donc c'est... Voilà. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'à l'occasion du Brexit, on a vu un certain nombre de représentants de l'oligarchie, notamment ce que je pourrais appeler certains intellectuels organiques de l'oligarchie, faire étalage de leur haine de la souveraineté populaire. Alors, quelques citations, enfin, vous les connaissez, je suppose, mais Daniel Cohn-Bendit qui dit « Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Hein. » Vous avez peut-être aussi entendu le journaliste Jean-Michel Apathy qui lui disait « Il faut quand même s'interroger sur la question du suffrage universel. » Après le Brexit, j'ai trouvé aussi un homme politique qui dit « L'histoire a montré que quand on suit parfois la volonté des peuples, surtout dans les moments difficiles, on se trompe. » Hein, c'est Emmanuel Macron qui a déclaré ça. Et enfin, vous vous souvenez, vous avez peut-être dû voir une tribune de Jacques Attali dans l'Express qui s'appelait « Sanctuariser le progrès ». Et dans cette tribune, il expliquait qu'il faudrait quand même réfléchir à certains sujets qu'un seul vote majoritaire du peuple ne pourrait suffire à trancher. Et donc il faudrait les sanctuariser en les inscrivant dans la Constitution. Donc on voit bien cette idée que finalement la démocratie, la volonté populaire, les élections, c'est quand même très dangereux, c'est un risque et il vaut mieux essayer d'éviter que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et aux États-Unis se développe en Europe. Alors, avant de laisser la parole aux autres intervenants qui vont développer, je pense, les manigances électorales de l'oligarchie, je voudrais donc revenir, c'est ce qu'on m'a demandé, donc quelques mots principaux sur qu'est-ce que c'est que cette oligarchie, qu'est-ce que c'est que cette superclasse mondiale, et comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle veut. Voilà un peu ce que je vais essayer de dire dans les 2 heures qui me sont données. Non, je plaisante, dans les quelques minutes. Alors, fondamentalement, je crois que l'élément important, c'est que je crois que l'oligarchie, aujourd'hui, correspond à ce que Christopher Lasch écrivait en 1995 aux États-Unis. Il parlait de la révolte des élites. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simplement que la disparition de l'éventualité de la révolution socialiste, et notamment à cause de l'effondrement du communisme en Russie et d'une façon générale du déclin du socialisme, a ouvert la perspective paradoxale pour l'élite économique et financière de pouvoir révolutionner la société à son profit. C'est ce que démontrait Christopher Lasch. C'est pour ça que ça s'appelle la révolte des élites. Pendant très longtemps, tout au long du XXe siècle, on a pensé que la révolution allait venir de la masse, et notamment du fameux prolétariat qui était là pour se préparer à incarner la révolution. Ce qui se passe au tournant dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans la plupart des pays occidentaux, c'est l'inverse. Ce sont les élites qui commencent à révolutionner la société, qui commencent à déconstruire la société à leur profit. Alors, certes, dans l'histoire, il y a déjà eu des révolutions qui viennent d'en haut. La Turquie de Kemal, on pourrait citer Pierre le Grand, la Russie de Pierre le Grand. C'est un exemple typique de révolution qui vient du haut. Mais il y a une très grande différence entre ce que fait l'oligarchie et ces révolutions d'en haut. En fait, il y a 2 grandes différences. D'abord, c'est que la révolution de la société, elle poursuit non pas l'objectif de renforcer une nation ou un empire, comme du temps de Pierre le Grand, mais au contraire de déconstruire les nations, parce que la superclasse mondiale a fondamentalement un objectif mondialiste ou cosmopolite, on peut prendre différents termes, c'est-à-dire de dissoudre les États-nations pour les remplacer par ce qu'on appelle une gouvernance mondiale, terme particulièrement flou, mais qui renvoie, enfin je vais revenir dessus. Bon, ça c'est la première grande différence avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Et puis la deuxième grande différence importante, c'est que cette révolution n'émane plus de la souveraineté politique, comme du temps de Pierre le Grand ou de Mustapha Kemal, mais au contraire, fondamentalement, du pouvoir économique qui s'est libéré de toutes les entraves. Et donc, ça, c'est la deuxième grande différence. L'oligarchie, c'est fondamentalement l'émancipation du pouvoir économique et financier vis-à-vis de la souveraineté du politique dans les sociétés occidentales. Une émancipation qui prend plusieurs effets. Une émancipation territoriale, avec le développement des grandes entreprises transnationales, dont certaines
ont un chiffre d'affaires très supérieur maintenant au PIB de beaucoup d'États. Hein. Et on peut penser aussi, bien sûr, à la déterritorialisation de la richesse, les délocalisations. Une émancipation aussi de la matérialité, avec notamment le développement extraordinaire de la financiarisation de l'économie, qui conduit à déconnecter et la création d'une sorte de capital fictif qui est de plus en plus déconnecté de l'économie réelle. Et puis enfin, une émancipation sociale, puisque une des grandes conséquences de la fin, je dirais, du socialisme, ça a été que finalement, aujourd'hui, les riches, les grands patrons, les grandes entreprises mondiales n'ont plus peur des salariés. Ils peuvent en changer comme ils veulent, ils peuvent se délocaliser, et avec l'immigration, on a trouvé un moyen sympathique et simple de changer le peuple. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que globalement, la richesse devient de plus en plus transnationale, alors qu'au contraire, la pauvreté reste de plus en plus nationale. Bon, donc c'est un nouveau pouvoir économique, c'est ça la grande différence par rapport aux anciennes révolutions qui ont pu se produire dans le passé et qui émanaient de souverains plus éclairés qui voulaient modifier leur pays. Alors, concrètement, pourquoi j'emploie l'expression superclasse mondiale? Parce que ça renvoie, à mon sens, à trois éléments constitutifs de cette nouvelle oligarchie. C'est bien une classe au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un groupe social qui présente des traits particuliers, durables, qui le distinguent des autres. C'est une classe super. Pourquoi super? Parce qu'elle se situe au-dessus, en fait, aujourd'hui, de la plupart des anciennes élites nationales. Hein, et elle se situe même aussi largement hors de portée des peuples. C'est un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que de plus en plus, cette oligarchie s'extrait des règles de régulation démocratique classiques. Et puis enfin, elle est transnationale. C'est pour ça que, donc, parce que son mode d'action est mondial, avec la mondialisation de l'économie, et puis son projet cosmopolite. Alors, il y a eu de nombreux auteurs, hein, vous savez, qui se sont intéressés au sujet, entre David Rothkopf, Samuel Huntington, bon, qui ont essayé de chiffrer. Alors, les chiffres sont très variables. Hein. Rothkopf évoque quelques milliers de personnes. Huntington, lui, évoque des millions de personnes parce qu'il se fonde sur les millionnaires en dollars. Bon, donc, bref. Fondamentalement, de quoi se compose cette oligarchie? Elle se compose de 4 cercles concentriques, un peu, on peut dire, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du centre, plus le pouvoir est dilué. Quels sont les quatre cercles? Le premier cercle essentiel, c'est le cercle de l'élite financière mondiale, hein, c'est-à-dire les responsables des grandes institutions financières internationales, des banques centrales, les dirigeants des grandes entreprises cotées et mondiales, les grands opérateurs financiers, etc., ainsi que les personnes les plus riches de la planète dans les pays développés. Alors, vous savez que l'ONU a mis en lumière un phénomène de concentration de la richesse. Aujourd'hui, 10% de la population mondiale contrôle 85% des richesses mondiales. Hein. Bon, puis évidemment, plus on diminue. Alors, l'épicentre de ce cercle financier, il est aux États-Unis, puisque c'est quand même le pays le plus... Enfin, c'était largement le pays le plus riche du monde. Aujourd'hui, sa position relative commence à diminuer. L'Amérique du Nord aussi abrite les sièges des principales institutions financières, de grandes entreprises internationales. Et enfin, c'est un élément important pour la suite des événements, c'est aussi l'épicentre du pouvoir médiatique mondial, hein, et en particulier le pouvoir cinématographique qui joue un rôle important, et la télévision. Alors cette élite financière se connaît, elle se rencontre partout, elle parle la même langue, l'anglais. D'ailleurs, vous savez, quand M. Trichet est nommé à la Banque centrale européenne, sa première parole, c'est de dire « Pardon, Président, I am not a Frenchman ». Je ne suis pas français, et il le dit en anglais, bien sûr. Hein, bon, voilà. Donc ça, c'est typique. Ça, c'est le premier cercle. C'est le premier cercle. Oui, parce qu'il fallait qu'il s'excuse, il fallait qu'il montre bien qu'il n'était pas français. Ça aurait été insupportable. Alors le second cercle, c'est le cercle des médias et de la culture. Alors pourquoi? Parce que fondamentalement, aujourd'hui, le pouvoir médiatique en Occident, vous le savez, et notamment dans notre pays, est largement la possession des puissances financières, hein, c'est-à-dire des grandes entreprises ou d'un certain nombre de banques. Ce n'est pas complètement un hasard. Hein. Le pouvoir de l'argent est aussi celui qui dirige aussi largement le pouvoir médiatique
en Occident. Alors, je n'insiste pas, je renvoie à de nombreux ouvrages qui ont été traités, notamment le livre de Benjamin Dorman, « Ils ont acheté la presse », le titre est très révélateur, et on voit bien aujourd'hui l'importance de ces réseaux. Et en fait, il faut être milliardaire, comme M. Trump, pour pouvoir se permettre de se mettre à dos les médias dans une élection aujourd'hui. Bon. Alors, les médias jouent un rôle très important. J'y reviendrai tout à l'heure. En particulier, la présélection médiatique des candidats est un élément central d'un des modes d'action de la superclasse mondiale. Le troisième cercle, c'est les entités non gouvernementales. Alors, les deux premiers sont assez classiques. Ils existaient au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y avait effectivement des grandes banques, il y avait un certain nombre de grandes entreprises, et puis il y avait aussi la presse. Le troisième cercle est plus nouveau. Il comprend essentiellement, pour faire court, les ONG, les fondations, et puis ce qu'on appelle la société civile, autre concept nouveau. Alors, pourquoi font-ils partie de la superclasse mondiale ? Parce que, vous savez, aujourd'hui, d'après les études qui ont été faites, notamment le magazine Forbes, aujourd'hui, les milliardaires utilisent leur argent libre. Plus de 50% des investissements des milliardaires sont dans les ONG et les fondations. Ce n'est pas complètement un hasard. Certes, c'est classique. C'est ce qu'on appelle la philanthropie en novlangue. Bon, des fois, on va voir que la philanthropie est parfois un peu particulière quand on pense à l'action de M. Soros. Fondamentalement, les ONG aujourd'hui, puisque l'ONU en reconnaît à peu près 1300 officiellement, l'écrasante majorité des ONG sont anglo-saxonnes, ce qui d'ailleurs commence à poser un petit problème dans les pays, notamment du tiers-monde. Fondamentalement, beaucoup d'ONG ont une curieuse propension à plutôt défendre une certaine conception du monde à l'anglo-saxonne. Et surtout, les ONG sont un instrument fantastique de contournement du pouvoir des États. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé dans les années 80 avec l'émergence de ce concept fantaisiste de droit d'ingérence, donc le contraire de la conception westphalienne des relations internationales, l'idée que, en fonction d'un certain nombre de principes, et notamment la fameuse urgence humanitaire, on peut intervenir directement dans les affaires d'un État. Bon, c'est un moyen, évidemment, de dépasser les États. C'est pour ça que ça joue un rôle. Les fondations sont aussi un moyen d'action important. Je rappelle donc notamment la fondation de les fondations de l'Open Society de M. Soros, dont on l'a vu avec les fuites qui sont intervenues, a une action qui officiellement était de faciliter la transition des ex-pays du bloc socialiste vers la démocratie, mais qui en vérité a une approche extrêmement sans frontiériste, immigrationniste et mondialiste. Alors la société civile, c'est un concept dont, je me souviens, le Club de l'Horloge a déjà dans le passé démontré la vacuité. C'est aussi un autre moyen important de contournement de la souveraineté des États, puisque qu'est-ce que c'est que la société civile ? C'est tous ceux qui peuvent avoir une influence politique sans se soumettre à la régulation démocratique. Et donc on le voit aujourd'hui avec toute cette galaxie des associations immigrationnistes ou dites antiracistes qui en fait ont une influence considérable sur la politique, et notamment la politique migratoire en Europe, alors qu'elles n'ont aucune légitimité démocratique particulière. Le dernier cercle, donc il y a 4 cercles, je rappelle, le dernier cercle, c'est celui le cercle étatique et de la haute administration, je dirais, c'est le cercle de la trahison des élites publiques, phénomène qui s'est produit à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les élites publiques étaient au service de la nation. À partir de la fin du XXe siècle, ça va changer. Le but des élites publiques, étatiques, c'est de déconstruire la nation et c'est de changer, de transformer la nation. Alors, il y a un livre intéressant. En 1988, M. Delors publie un livre qui s'appelle « La France par l'Europe ». Alors, à l'époque, Jacques Delors est président de la Commission européenne. Le titre du livre est en lui-même tout un programme, « La France par l'Europe », c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir, en s'appuyant sur la dynamique de l'Union européenne, puis sur la mondialisation économique, on peut se servir de ça pour changer les choses en France,
et surtout de changer les choses, pas forcément avec l'accord des Français. Et donc, cette pratique que fixe Delors, en fait, c'est pas une analyse, c'est un programme qu'il fixe, en fait, va être mise en œuvre. Et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la construction européenne. L'opinion européenne, et en particulier l'opinion française, n'est pas forcément prise en compte. Et puis, finalement, quand on rejette par référendum quelque chose, ben, ça ne fait rien. On fait passer le texte par un vote du Parlement, ou comme dans certains pays, comme en Irlande, ben, on fait revoter les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent. C'est quand même encore plus simple comme ça. Alors, c'est un programme de rupture, et donc c'est une triple rupture, en fait. Une rupture avec la souveraineté nationale, une rupture avec le consentement populaire, et puis une rupture aussi avec l'identité nationale. Et aujourd'hui, on peut dire que, on le voit, l'État, aujourd'hui, est largement du côté, je dirais, des autres contre les nôtres. Alors, ces 4 cercles sont hiérarchisés, hein, d'une certaine manière. Le cercle le plus important, c'est quand même fondamentalement le cercle financier, hein, central, parce que c'est lui qui possède le nerf de la guerre, l'argent. Donc il y a une certaine hiérarchie. Le cercle étatique est le dernier dans la liste, parce qu'il est très largement exécutant aujourd'hui, puisque les États ont largement, du moins en Europe, et en tout cas dans la zone euro, les États ont un rôle très, très limité. Ces différents cercles communiquent entre eux, hein, c'est-à-dire que en particulier entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Alors c'est très, très, très fort aux États-Unis, où il y a effectivement, c'est un peu moins fort dans notre pays, mais on commence à voir arriver un certain nombre d'éléments, de responsables politiques européens, par exemple, qui sont passés par Goldman Sachs, hein, on l'a vu, et l'inverse. On a alors l'exemple le plus caricatural est bien sûr M. Barroso qui rejoint Goldman Sachs, mais il y a d'autres exemples, il y a d'autres commissaires européens qui sont passés, comme par exemple le commissaire européen au climat, qui a été recruté par Volkswagen. C'est quand même très bien, puisque juste après l'affaire du Dieselgate, n'est-ce pas, le commissaire européen qui s'occupe du climat est recruté par Volkswagen. Bon, très bien. Donc ça, c'est un élément particulier. Une communication, c'est comme ça que fonctionne l'oligarchie, c'est-à-dire qu'on peut passer dans les différents cercles, mais on se rencontre, on se connaît, et donc on partage la même vision du monde. Dernier point, cette superclasse, cette oligarchie, exerce un pouvoir impersonnel. C'est-à-dire que c'est un peu l'hydre à plusieurs têtes. Il y a plein de têtes. Tous les oligarques, à leur niveau, sont des chefs, en quelque sorte, mais la superclasse mondiale fonctionne d'une certaine manière, d'une façon collégiale, hein, notamment avec tous ces forums où l'on voit, où on partage la même vision du monde. Donc c'est ce qui rend parfois difficile l'appréhension de son action. Alors, qu'est-ce que volent les oligarques? C'est assez simple. Je dirais ils volent 2 choses. D'abord, l'argent et le pouvoir. Bon, d'une certaine manière, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène de concentration de la richesse qui a quand même été analysé de plusieurs points de vue. Et on voit bien, il y a différentes analyses possibles. Enfin, en 20 ans, en clair, les revenus du 1% supérieur mondial ont augmenté de 60%, d'après les études, alors que la classe moyenne, en général, a plutôt, dans la plupart des pays occidentaux, la classe moyenne est dans une phase de déclin économique et social. Et donc, on connaît, je crois qu'on a déjà cité la fameuse parole de Warren Buffett, bon, qui est quand même la 3e fortune mondiale, hein, qui déclare « Il y a une guerre de classe, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui la mène, et nous sommes en train de la gagner. » Bon, très bien, voilà. Donc, vous voyez. Alors, ce qui montre, par parenthèse, la vanité de l'accusation complotiste. Parce que les oligarques, ils ne se gênent pas pour affirmer leurs projets. Quand on fait un complot, en général, on cache ses intentions, mais pas du tout. Quand vous lisez ce que déclarent ces braves gens, c'est extraordinaire. Ils ne se gênent pas pour dire les choses. Ce que volent également les oligarques, c'est bien sûr la gouvernance mondiale, le gouvernement mondial, qui
est le retour d'une vieille eschatologie, hein, on pourrait en parler longtemps, mais on n'a pas le temps, et qui est de dire, finalement, la gouvernance qu'exercent les États aujourd'hui n'est plus adaptée au monde dans lequel nous vivons, il faut la remplacer par autre chose, et fondamentalement, cette autre chose, c'est le pouvoir de l'économie, dirigé par le premier cercle de la superclasse mondiale. Et il y a de nombreuses. Alors là, c'est pareil, il y a énormément de citations de ces gens. Je citerai quand même Edmond Rothschild, qui citait, au magazine Entreprise, déclarait « Le verrou qui doit sauter, à présent, c'est la nation ». Bon. Donc, il déclare ça en 1970. Nous sommes bien engagés dans ce processus. Mais ce n'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau. C'est l'argumentaire de Jean Monnet. Hein, je rappelle que Jean Monnet écrivait les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. Donc, en quelques mots, vous voyez, donc, pas de complot. Les gens disent clairement les choses. Hein. Ils disent on veut faire un gouvernement mondial, et puis l'Union européenne n'est que la transition vers le gouvernement mondial. Alors, comment, finalement, les oligarques agissent-ils ? C'est quand même le fond du débat, semble-t-il, d'aujourd'hui. Fondamentalement, alors c'est pour ça que, d'ailleurs, certains évoquent des notions de complot, fondamentalement, les oligarques manipulent les autres en évitant eux-mêmes de se mettre en première ligne. Jean Monnet, que je citais, qui a eu une influence énorme sur la construction européenne, Jean Monnet ne s'est jamais présenté à une élection. Jacques Delors, qui a aussi eu une certaine influence, a refusé, vous vous en souvenez sans doute, de se présenter aux élections présidentielles françaises, alors qu'il avait d'excellents sondages. Et puis, deuxièmement, à l'époque, il y avait un parti socialiste derrière et qui poussait, il a refusé. Bon. De même, M. Soros ne vient pas à Calais, comme Mme Pamela Anderson, défendre les migrants. Non, il n'y va pas personnellement. Par contre, il finance les no-borders qui vont affronter à sa place les gendarmes. Là, c'est plus simple. Donc c'est un mode de fonctionnement très particulier. C'est bien la preuve d'ailleurs qu'elle n'est pas une aristocratie, parce qu'une aristocratie, en général, les gens s'engagent, ils ont des risques. Mais au contraire, elle se protège, elle vit dans une bulle. D'ailleurs, Jean-François Kahn avait une expression assez drôle, il disait « ce sont des bullocrates », parce qu'ils vivent dans une bulle. Ils sont protégés, une bulle financière, une bulle patrimoniale, une bulle sécuritaire, et donc pas de problème. Alors, comment ils agissent ? De plein de façons, notamment on pourrait évoquer l'arme du chantage économique, on pourrait évoquer les problèmes de la dette, etc., le formatage des dirigeants parmi les différents forums et clubs et autres systèmes d'influence, mais compte tenu du thème de ce carrefour, je retiendrai simplement 3 moyens d'action. Le pouvoir médiatique, deuxièmement, la corruption politique, et troisièmement, la post-démocratie. Alors, le pouvoir médiatique, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir médiatique aujourd'hui est très largement possédé par les puissances financières. Le pouvoir médiatique, il fait ou il défait aujourd'hui les réputations politiques. L'adoubement médiatique précède l'adoubement électoral. Et donc, les médias peuvent soutenir les candidats du système, de l'oligarchie, font du marketing politique, comme on le voit en ce moment. Les médias ont également une fonction extrajudiciaire. Ils diabolisent ceux qu'il faut diaboliser, c'est-à-dire les malpensants, les dissidents, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le projet mondialiste. Les médias jouent aussi le rôle du ministère de la vérité de George Orwell dans 1984. C'est pour ça qu'on parle des médias de panurge, c'est-à-dire qu'ils répètent toujours la même chose, ils plaisantent les choses. Et puis enfin, les médias diffusent la novlangue, c'est-à-dire que ce langage qui permet de peindre de couleurs sympathiques une réalité qui l'est beaucoup moins, et qui surtout essaie d'empêcher de conceptualiser une alternative en interdisant certains mots. Et on voit aujourd'hui que même si ça commence à réapparaître,
Le mot frontière a été un mot diabolisé, détruit. Le mot patrie, oh là là, catastrophe, etc. Le mot race, n'en parlons pas. D'ailleurs, vous savez, maintenant, on doit dire prétendue race. Il ne faut jamais dire race, il faut dire prétendue race à chaque fois. Bon. Donc, ça rend la normalisation. C'est un système de normalisation, comme l'avait prévu Orwell. Mais hélas, le monde que Orwell avait prévu, nous y sommes. Les télévisions qui ne s'arrêtent jamais, nous y sommes, etc. Le ministère de la vérité. Bon. Ça, c'est bien connu. Donc, c'est un rôle important aujourd'hui en démocratie. Les médias ont changé complètement. Enfin, nous avons vécu, en tout cas notre génération, dans le paradigme de Tintin. Tintin, petit reporter du petit 20e, Tintin, le petit redresseur de tort qui disait plein de choses, qui disait la vérité, qui défendait les pauvres contre les puissants, mais c'est fini. Aujourd'hui, Tintin a été remplacé par Séraphin Lampion, c'est-à-dire que c'est un employé de la banque assurance, c'est devenu un personnage tout à fait différent. Deuxième axe d'action de la superclasse mondiale, c'est la corruption des politiques. Alors, pourquoi ? Parce que fondamentalement, comme la superclasse mondiale évite elle-même de s'exposer, elle préfère pousser en avant des politiques, mais pour ça, il faut aussi avoir la main sur les politiques qu'on pense en avant. Donc, fondamentalement, la révolte des élites, elle passe par l'influence des élites. Alors, il y a eu différents moyens. Il y a eu le lobbying classique, le plus ancien, très connu. Mais, on l'a vu récemment, qu'un candidat à la présidence de la République a un conseiller santé qui est lié à certains laboratoires. Et comme par hasard, dans le programme de ce candidat, on voit apparaître des mesures qui correspondent au champ d'action du dit laboratoire. Tiens, bon, voilà, un exemple de lobbying. Il y a aussi la corruption personnelle. C'est ce qu'on appelle c'est ce que David Rothkopf, qui a fait un ouvrage sur l'oligarchie, appelle les portes à tambour. Alors, il vise bien sûr avant tout les États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'entre le monde de la finance, de l'économie et le monde de la politique, il y a parfois des allers-retours. Et donc, ça aboutit à créer éventuellement des possibilités d'enrichissement douteux et donc de trafic d'influence peut-être. Mais surtout, ça peut habituer aussi certains politiques à vivre sur un train de vie dont ils auront beaucoup de mal à se défaire ultérieurement. Donc c'est un moyen d'action. Et comme la superclasse mondiale maîtrise les médias, elle a à tout instant la possibilité de mettre sur la place publique certaines affaires. Et on voit certains politiques qui finalement finissent par être intoxiqués. Vous avez peut-être dû vous souvenir, il y a quelque temps, un homme politique français à la radio, même à la télévision, a déclaré que finalement, avec 5100 € net par mois, il n'y arrivait plus. Il n'arrivait pas à vivre. C'est pas possible, quoi. Il ne pouvait pas faire d'économie. Bon, vous voyez bien, on vit dans un monde particulier. Dernier point, la post-démocratie. Oui, c'est les montres. Bon. La post-démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la post-démocratie ? C'est le système dans lequel nous commençons à vivre. Alors, le président de la Commission européenne, M. Juncker, en a fait une définition à sa manière. Il a dit « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Ce qui signifie que la démocratie, dans cette conception, change de sens. La démocratie, ce n'est plus une procédure particulière ou l'idée que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, comme écrit la Constitution de la Ve République, mais c'est l'adhésion, et donc en clair la soumission, à un contenu normatif particulier, qui est contenu dans les traités européens. Donc, on va nous expliquer que l'indépendance des banques centrales, c'est un principe démocratique, parce que c'est compris dans les traités européens. Et c'est vrai, puisque la Hongrie a été sommée de s'expliquer, parce qu'elle voulait modifier les conditions de nomination du gouverneur de sa banque centrale. Bon. Donc nous changeons de régime, c'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, quand le peuple vote bien, c'est la démocratie, ça veut dire quand le peuple adhère à la philosophie qui est sous-jacente au traité européen, c'est-à-dire une philosophie libérale, libertaire et assez cosmopolite, et libre-échangiste en tout cas, eh bien c'est très bien, mais s'il s'en écarte, alors là, c'est horrible, c'est bien sûr du populisme. Et donc, l'Union européenne commence à nous faire vivre dans cet univers un peu particulier. Alors, en particulier, il y a deux traits caractéristiques de la post-démocratie. D'abord, c'est la tyrannie des minorités sur les majorités. C'est ce phénomène d'inversion qui s'est produit, qui a commencé aux États-Unis dans les années 70,
avec l'instrumentation des minorités, d'abord fondamentalement des minorités dites raciales à l'époque aux États-Unis, et puis après des minorités sexuelles, etc. Ça a continué de se développer. C'est l'idée que, et en France, après, nous avons récupéré le même dispositif avec la grande opération, vous le savez, vous vous souvenez, SOS Racisme, opération Touche pas à mon pote, qui a été instrumentée. Le but fondamental de de ce discours, ça consiste à mettre en avant les droits des minorités pour écraser, pour réduire au silence les majorités. Et donc, parce que fondamentalement, la défense des droits des minorités aboutit à créer des procédures dites discrimination positive et autres, qui ont pour objet, en fait, de réduire les droits de la majorité. Et puis, dernier point, la post-démocratie, elle repose fondamentalement sur le coup d'État judiciaire permanent. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire en clair, ça c'est l'expression novlangue, en français, l'état de droit, ça s'appelle le gouvernement des juges. Plus exactement, la tutelle que les juges inamovibles exercent sur des législateurs amovibles. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est une inversion de notre conception traditionnelle. Nos ancêtres avaient tendance à considérer que la loi, expression de la volonté générale des citoyens, fondait le bien commun et le droit. Eh bien, la post-démocratie inverse la proposition. C'est le droit, interprété souverainement par les juges, qui fonde la loi. On inverse le processus. Et donc, alors, je passe, il y a eu de nombreux phénomènes, en particulier une évolution du contrôle de constitutionnalité des lois, qui au départ était purement technique dans notre Constitution, qui est devenue complètement idéologique, puisqu'on se fonde sur l'interprétation de préambules. Bon, et donc, par exemple, on sait aujourd'hui que l'essentiel du droit de l'immigration en France est fabriqué non pas par le législateur, mais par les juges, juges judiciaires ou le Conseil d'État. Et donc, en plus, en post-démocratie, se produit une synergie entre le juge, les médias et la société civile. Ces trois fonctionnent ensemble pour imposer le politiquement correct. Les déviants sont dénoncés par les officines multiples et variées, sont diabolisés par les médias et après passent du bûcher médiatique éventuellement au bûcher judiciaire. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux États-Unis à un moment donné contre le Tea Party, où même Obama a été obligé de reconnaître qu'il y avait eu un harcèlement judiciaire et fiscal, en plus, contre les dirigeants du Tea Party. Il a dit « c'est pas bien ». Enfin, ça avait déjà été fait. Donc, bref, voilà comment fonctionne cette superclasse mondiale, ses principaux leviers. Et donc, je terminerai simplement en posant une question, enfin, plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si on apprenait qu'en Russie, la campagne électorale se déroule sous le régime de l'état d'urgence? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si on apprenait que la Russie a créé un délit d'entrave numérique à l'avortement et que l'on s'apprête à sanctionner devant les tribunaux ceux qui, en Allemagne, sur les réseaux sociaux, critiquent la politique d'accueil des migrants de Mme Merkel, confère le projet que vient de déposer le ministre de la Justice allemand. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas si on apprenait qu'en Russie, on condamne les candidats des partis d'opposition pour délit d'opinion, comme l'a été M. Geert Wilders aux Pays-Bas? Que ne dirait-on pas si en Russie, il n'a pas encore été condamné, il a été poursuivi. Que ne dirait-on pas si en Russie, les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle faisaient l'objet d'un harcèlement médiatique permanent, de procédures judiciaires à répétition, de perquisitions à leur domicile ou dans leur bureau quelques semaines avant le scrutin? Et pourtant, c'est ce qui se passe en France. Donc, les élections présidentielles françaises vont se dérouler sous le régime de la post-démocratie, qui est un moulag, un totalitarisme mou au service de l'oligarchie. Souhaitons que nos concitoyens n'en soient pas dupes. Merci.
Merci Michel Geoffroy. Je ne connaissais pas l'expression le moulag et je la trouve excellente. Je crois que je me l'approprierai à l'occasion pour la répéter. Le moulag, vous avez compris que c'est un croisement de mou et de goulag.